Vidéo de cours qui concerne le module 7, prévention des risques, la protection contre le bruit. Nous allons commencer par revoir des définitions. Qu'est-ce qu'une onde sonore? En fait, c'est la propagation d'une vibration dans un milieu qui est le plus souvent l'air, mais aussi les liquides, l'eau, et les solides, comme le mur, le plancher. Elle est due à une variation de pression. Le son est la partie audible, c'est-à-dire que l'on peut entendre d'une vibration. Il est caractérisé par des données physiques. Première donnée physique, l'intensité du son au niveau sonore, qui va se mesurer en décibels. Un son faible ou un son fort. La fréquence d'un son correspond à la hauteur du son, allant des graves aux aigus. Elle est exprimée en Hertz. Et le bruit, qu'est-ce que le bruit? C'est un mélange de sons qui produit une sensation auditive gênante ou désagréable. Il est caractérisé par son niveau sonore, l'intensité et sa fréquence. Les différents bruits, les sources de bruit. On va avoir les bruits de voisinage qui regroupent les bruits domestiques comme les appareils ménagers, les bruits d'impact, les chiens, et les bruits des activités industrielles. Les bruits des transports, tout le monde est conscient que la circulation peut vraiment causer pas mal de bruit. On pense au transport routier, ferroviaire, aérien, et ces sources de bruit concernent particulièrement la population urbaine. On va également avoir le bruit des loisirs qui concerne le matériel de bricolage, de jardinage et surtout l'écoute de la musique amplifiée. Cette dernière est mise en cause dans les cas de surdité précoce. Les bruits en milieu professionnel, pour finir, proviennent des machines, des activités, et ces bruits sont souvent dangereux pour la santé à cause de l'exposition répétitive. Les seuils des bruits. Il faut prendre conscience que l'intensité des bruits est mesurée par un sonomètre. Il existe des seuils de référence et des valeurs réglementaires. Donc des seuils à ne pas dépasser. Il faut en connaître 4. Le premier, le seuil d'audibilité, on dira aussi seuil de perception à partir de 1 décibel. On va avoir le seuil de fatigue qui n'est pas risqué, mais qui peut avoir des conséquences sur la santé, comme le stress et autres, on verra ça plus tard. Vous remarquerez qu'une cour de récréation, ça peut monter jusqu'à 80 décibels. Donc le seuil de fatigue entre 60 et 75 décibels. Enfin, celui qui est vraiment à retenir, c'est le chiffre de 85 décibels qui est le seuil de danger, le seuil de risque de lésion ou de blessure de l'oreille. Et enfin, pour finir, le seuil de douleur est à partir de 110-120 décibels. C'est un petit peu la perversité du bruit, c'est que on va pas avoir mal, mais on va avoir des blessures plus ou moins graves de notre appareil auditif. Notre monde est plein de sons extrêmement différents. Mais comment les percevons-nous? Les sons sont recueillis par l'oreille externe, qui est en contact avec le monde extérieur. Concentre les sons dans le pavillon, puis dans le conduit auditif externe. Les sons viennent ensuite frapper la membrane du tympan qui vibre. L'oreille moyenne va amplifier les sons. Le tympan va transmettre les vibrations à la chaîne d'osselets. On les appelle le marteau, l'enclume et l'étrier, qui les amplifient et les transmettent à la fenêtre ovale. Nous allons enfin avoir l'oreille interne, la troisième partie de l'oreille, qui va transformer les sons en un flux nerveux. Les vibrations transmises par la fenêtre ovale
modifie la pression des liquides contenus dans la cochlée et se propage jusqu'aux cellules réceptrices de l'audition, les petites cellules ciliées. Le mécanisme de perception du son au message nerveux, les vibrations dans la cochlée entraînent le fléchissement des cils portés par les cellules réceptives auditives. Ce fléchissement déclenche la production d'un message nerveux. Le nerf auditif transporte le message nerveux jusqu'au cerveau. L'interprétation des sons s'effectue dans le cerveau. Les messages nerveux sont analysés, intensité et hauteur des sons, et interprétés en paroles, musique ou bruit. Donc j'ai trouvé cette petite animation sur le site de Siemens, j'espère qu'ils m'en voudront pas. J'ai été obligée de refaire le commentaire parce que ça ne passait pas, mais je mettrai le lien dans les commentaires. Donc pour ceux qui ne sont pas trop auditifs, justement, j'ai remis le schéma qui sera bien mémorisé. Donc ce qu'il faut bien savoir replacer sur ce schéma, c'est dans l'oreille externe. Oui, on voit bien les trois parties. On va avoir le pavillon, le conduit auditif et le tympan. Dans l'oreille moyenne, on va avoir les osselets. Dans l'oreille interne, on va avoir la cochlée qu'on appelle aussi limaçon, les cellules ciliées et le nerf auditif. C'est pas difficile. Donc les mécanismes de perception du son au message nerveux. Donc on disait les vibrations qui sont importantes, qui vont entraîner le mouvement des cellules ciliées, hein, et ça va être transformé en message nerveux. Et bien sûr, le nerf auditif est important parce qu'il va transporter ce message jusqu'au cerveau. Donc en fait, si on a des problèmes avec le bruit, c'est pas qu'on n'entend pas, c'est qu'on va pas percevoir cette certaine fréquence et donc on va pas comprendre ce qui se dit. Plus d'explications quand on va voir un peu les types de surdité. Les conséquences du bruit, surtout sur l'organisme dans un premier temps, on va essayer de voir les conséquences du bruit sur l'oreille. Alors première chose, c'est la fatigue auditive qui va se manifester par des bourdonnements ou des sifflements, on appelle ça des acouphènes, ou de l'audition cotonneuse, hypoacousie. Cette dernière est à l'origine d'un vieillissement auditif, presbyacousie, donc c'est vieillissement précoce si l'exposition au bruit élevé se répète. On peut aussi avoir, quand on va assister à un concert ou en boîte de nuit, on se met trop près des baffles, on va avoir ce qu'on appelle un traumatisme sonore aigu, ou TSA, qui survient donc lors d'une exposition à un niveau de plus de 110 décibels, quelques minutes. Donc ce TSA peut s'accompagner d'hypersensibilité à certains bruits qu'on appelle hyperacousie. On ne va plus supporter par exemple le cliquetis des clés ou le claquement des talons sur le parquet. Ou alors, le dernier cas, c'est la surdité permanente, qui peut s'installer après des épisodes de fatigue auditive ou après un traumatisme sonore aigu. Donc on fait très attention à son oreille dès maintenant. Alors, on a deux types de surdité. On va avoir la surdité de transmission qui va toucher, on voit sur le schéma à droite, l'oreille externe et l'oreille moyenne. Et on va avoir par exemple un bouchon de cérumen, une otite ou une atteinte du tympan quand on va plonger. On peut avoir également une surdité de perception qu'on va avoir lorsque la destruction des cils des cellules réceptrices ou suite à une rubéole par exemple, des malformations, ou alors carrément une atteinte du nerf auditif ou du cerveau. Surdité de perception, on va plus comprendre les sons. Il y a aussi d'autres atteintes physiologiques que j'ai voulu schématiser avec le petit schéma.
On va avoir le système nerveux avec fatigue et stress qui va être touché. On peut aussi avoir l'appareil cardiovasculaire qui peut être touché et l'appareil digestif avec des mal à l'estomac. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces effets sont à court terme, qui sont passagers, comme par exemple on va avoir des palpitations, le cœur va se mettre à battre très vite, ou les effets qui sont à long terme sont plus sérieux, comme l'insomnie, l'hypertension, carrément boulimie, dépression. L'organisme ne s'habitue pas au bruit, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il peut y avoir donc pas mal de dégâts. Alors je vais essayer de vous commenter la deuxième vidéo qui est vraiment très bien faite de l'animation Siemens sur la perte d'audition. L'oreille humaine est un organe très performant. Elle permet au cerveau de localiser les sources de son. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements. Alors comment ça va se passer? Plus de 80% des personnes atteintes de troubles auditifs sont touchées par une perte d'audition provoquée par un mauvais fonctionnement de la cochlée ou du limaçon qui ressemble à un escargot. De fines cellules ciliées sont chargées de transmettre les sons. Elles permettent de bien distinguer les sons aigus et graves et les sons similaires. Ces cellules ciliées peuvent être endommagées par des blessures, des maladies, l'exposition au bruit ou l'âge. Dans les zones touchées, les cellules nerveuses ne sont plus stimulées efficacement. Généralement, ce sont les fréquences élevées qui vont être touchées en premier, car les cellules ciliées correspondantes, qui se trouvent à l'entrée de la cochlée, où passent toutes les ondes sonores, cela entraîne habituellement des difficultés à entendre et comprendre les sons faibles, aigus, comme le S ou le F, qui aident une oreille saine à distinguer des mots comme sauce et fosse. La perte auditive est un processus qui évolue normalement sur de nombreuses années et dans tous les cas, tous les cas sont différents. Toutefois, il y a des aides auditives modernes qui peuvent compenser la plupart des pertes auditives grâce à leur technologie intelligente. Il y a aussi des conséquences du bruit sur la vie sociale. Le bruit perturbe l'attention, provoque des accidents diminuant la vigilance. La surdité augmente l'isolement et le repli de la personne, qui a des difficultés à comprendre la parole et à percevoir les ambiances sonores. Le bruit est reconnu d'ailleurs comme maladie professionnelle. Je vous invite à aller visionner le petit Napo, le petit personnage de l'INRS, dans une vidéo qui s'appelle Le bruit, ça suffit. Je mettrai ça en lien aussi dans les commentaires. Très bien, cette partie-là est très bien expliquée. On va aborder maintenant les mesures de prévention. L'ouïe est en danger, on disait, à partir de 85 décibels durant une exposition journalière de 8 heures. Les mesures de prévention doivent permettre de développer une attitude et un comportement responsable pour soi-même et pour les autres. Il y a 4 grandes mesures de prévention. La première, c'est la sensibilisation et l'information. La sensibilisation des jeunes aux risques auditifs liés à l'exposition aux musiques amplifiées passe par des initiatives comme des spectacles pédagogiques, des distributions de bouchons d'oreilles lors de spectacles, des campagnes sanitaires. Elle favorise la gestion des pratiques d'amplification sonore de manière responsable. L'information des consommateurs sur le niveau sonore des différents appareils ménagers s'effectue par un étiquetage. Là, je vous ai mis celui des pneus. L'information des salariés exposés au bruit est obligatoire. L'exposition au bruit est considérée comme un facteur de risque de pénibilité et oblige l'employeur à évaluer le risque d'exposition
et prévenir le risque par des actions. La prévention la plus efficace, c'est la prévention à la source. On parle de prévention intrinsèque qui va réduire ou supprimer le risque. Elle a lieu lors de la conception des machines. On va changer de technologie, on va prévoir des machines plus silencieuses. La conception des locaux, on va mettre de l'isolation sur le plafond et on va prévoir des murs aussi qui absorbent les bruits, des fenêtres à double vitrage. Ou alors le remplacement des machines par d'autres moins bruyantes. Je vous ai mis un petit lien là vers un dossier de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui est très bien fait. Je mettrai aussi en commentaire. On va avoir la prévention au cours de la transmission, qui est une protection collective. Je pense au traitement acoustique des locaux. On va prévoir des parois absorbant le bruit ou limitant la réverbération, la propagation du bruit en fait. Et on va avoir des actions de réduction du bruit, comme l'encoffrement des machines, l'isolement anti-vibratoire, la robotisation de certaines activités, la pose d'écrans acoustiques dans les locaux ou en extérieur. On peut prendre comme exemple le mur anti-bruit le long des autoroutes, qui absorbe le bruit, et la mise en place de cabines insonorisées. Dernier type de mesure de prévention qui va concerner le salarié lui-même, qui va utiliser des équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI, rappelez-vous bien, qui sont des protecteurs individuels contre le bruit, comme des casques ou des bouchons d'oreille, qui sont choisis en fonction de leur efficacité acoustique, le degré d'atténuation, la capacité de descendre le nombre de décibels qui vont atteindre l'oreille, et de leur confort, parfois moulés sur mesure, en silicone, et de leur solidité. On va avoir aussi, en dernier recours, la limitation du temps d'exposition au bruit. Donc, ce sont des mesures de prévention à la réception. Je vous remercie d'avoir écouté toute cette somme d'informations et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la prévention des risques professionnels.